Bien que le réalisateur Dwight H. Little ait déjà fait de l'action avec Get in Heaven en 1986 et Bloodstone en 1988, son triptyque de la fin des années 80 composé d'Halloween 4, le retour de Michael Myers, un des épisodes des Cauchemars de Freddy et le film Le Fantôme de l'Opéra avec Robert Englund l'a fait considérer comme un réalisateur d'horreur. Lorsque Steven Seagal a voulu qu'il réalise Désigné pour mourir, son studio habituel Warner Bros a hésité et a donc confié le film à Fox. Après que ce film se soit avéré être un succès, le studio s'est accroché à Little pour réaliser un film avec Brandon Lee, le fils de Bruce Lee. C'est donc la deuxième incursion de Little dans le cinéma d'arts martiaux après Désigné pour mourir. Rapid Fire est le quatrième film de Brandon Lee après L'héritier de la violence, Laser Mission et Dans les griffes du dragon rouge. Jack Lowe, un étudiant en arts plastiques, toujours hanté par les souvenirs de la mort de son père sur la place Tiananmen, voit sa vie bouleversée après avoir été témoin du meurtre d'un tueur à gages de la Triade aux mains du chef de la mafia Serrano. La vie de Jack devient un combat pour la survie alors qu'il doit affronter la mafia qui tente de le tuer, le FBI qui le veut comme témoin et la police de Chicago qui a besoin de lui pour faire tomber un baron de la drogue de la Triade. Rapid Fire est un film d'action bien au-dessus de la moyenne, dont l'histoire est plus qu'un simple prétexte pour enchaîner les scènes de combat, tandis que le rôle principal a été écrit spécifiquement en pensant à Brandon Lee. Et même si les bagarres impressionnantes et nettes parviennent toujours à éclipser tout le reste avec une marche confortable, il y a encore plus qu'assez de substance pour rendre Rapid Fire plus plaisir que coupable. Bien entendu, tout est classique, un peu cliché, couru d'avance, et le combat final est comme souvent dans ce genre de film américain un peu expéditif, mais rien de méchant, tant que l'on passe un bon moment sur toute la ligne, à condition d'aimer le genre et d'en accepter ses limites. Le style du deuxième film américain de Brandon Lee reste le même que Désigné pour mourir, en mettant autant de suspense que possible en 90 minutes. Tout bouge à un rythme presque fébrile, alors que Brandon Lee présente ses compétences en arts martiaux. Il a en fait chorégraphié de nombreuses scènes de combat, rendant hommage à son père Bruce Lee en utilisant des techniques similaires. Et la cinématographie de Rick Wett est exceptionnelle, avec un travail de tournage à couper le souffle. Les combats sont plutôt bien chorégraphiés et sont plus intenses et rapides que ceux de Dans les griffes du dragon rouge. Le maître du cinéma d'arts martiaux, Dan Inosanto, a travaillé avec Jeff Imada, Damon Caro et Jonathan Eusebio pour les rendre aussi réalistes et divertissants que possible. Tous trois continueront à travailler sur plusieurs grands films. Par exemple, ils étaient coordinateurs de cascade pour la franchise Jason Bourne. Le casting offre des performances crédibles, notamment Power Booth vu dans La Forêt d'Émeraude, Sans Retour ou Extrême Préjudice, et qui enchaînera plusieurs rôles emblématiques comme Tombstone ou Sin City. La partition musicale de Christopher Young correspond parfaitement au ton du film, mais elle fait partie des choses les plus faibles du film. Le saxophone est plutôt intrusif, et la ballade qui survient soudainement avant une scène d'amour provoque aussi beaucoup d'humour involontaire, mais pour être honnête, tout cela ne fait qu'ajouter au plaisir. Un des défauts du personnage de Jack Lowe est qu'il s'identifie comme un pacifiste, mais il se tourne immédiatement vers la violence une fois qu'il est attaqué. Cependant, dans un film comme Rapid Fire, ces petits défauts n'ont peut-être pas vraiment d'importance. Le regretté Brandon Lee joue dans son avant-dernier film, qui contient autant de cœur que de coups de poing, avec une histoire solide et des scènes de combat racées et bien chorégraphiées, qui méritent d'être appréciées et revisitées. Brandon Lee est d'abord un acteur et ensuite un artiste martial avec un talent égal dans les deux. En tant qu'acteur, Lee transmet la profondeur et l'émotion associées à un charme et un charisme sarcastique. Dans les griffes du dragon rouge, il avait déjà montré qu'il était un bon acteur. Il est surprenant de le voir jouer un personnage qui, quand il tue un ennemi, montre du dégoût et de l'amertume, et c'est plutôt surprenant dans ce genre de série B à l'époque. Son personnage est étonnamment bien développé pour un film de cette nature. Malheureusement, cela signifie que le reste des personnages en souffrent. Ses compétences en arts martiaux sont dignes de son héritage et exécutées avec précision et habileté. Des combats au corps à corps, des cascades passionnantes, des combats d'accessoires à la Jackie Chan et des fusillades occasionnelles apparaissent tous à un moment donné et généralement plus d'une fois. Flics corrompus, trahison et évasion frénétique maintiennent le rythme relativement rapide du début à la fin, tandis qu'une quantité surprenante de drame se crée dans le triangle de Jack avec ses deux nouveaux amis à Chicago. Même si vous n'êtes toujours pas convaincu que Rapid Fire est meilleur que ses contemporains, il est encore rehaussé par la présence brute de Brandon Lee qui livre ici une performance complète,
tout en accomplissant un triple devoir, en faisant de nombreuses propres cascades et chorégraphiant plusieurs scènes de combat, avec le sous-estimé dans les griffes du Dragon Rouge à son actif, mais avant son destin tragique sur le tournage de The Crow en 1994. C'est ici que nous voyons la version la plus pure des compétences uniques de Brandon Lee. Les attentes sont nombreuses quant aux prouesses martiales du fils de Bruce Lee, et cela ne déçoit pas. L'athlétisme et l'agilité de Brandon Lee font de son mélange harmonieux de Muay Thai et de Jeet Kune Do une joie à regarder, et avec Lee mesurant un peu plus d'1m80, ses coups de pied étendus sur presque toute la longueur sont particulièrement impressionnants. Qu'il combatte des agents du FBI, des mafieux ou des hommes de main de la triade, Brandon Lee respire l'énergie et la détermination urgente, chaque coup de poing et chaque coup de pied étant exécuté avec rapidité et grâce. La brutalité des chutes et des coups portés se ressent à l'écran. Cela nous plonge dans une intensité et dans une urgence de combat implacable. Dwight a fait du bon travail en gardant la caméra sous de bons angles pour suivre les combats. Une grande partie de la première moitié du film voit Brandon Lee adopter le style de boxe de son père, dansant autour de ses adversaires avant d'exécuter des coups de poing et des coups de pied bien placés avec enthousiasme. Pour la bataille décisive, Lee incorpore le style de Jackie Chan, une combinaison impressionnante de combats frénétiques, entrecoupés de courses et de sauts acrobatiques. Des scènes et des mouvements reconnaissables de Police Story et Dragon Forever sont utilisés alors que Lee combat une multitude de poids lourds orientaux. Les fans reconnaîtront également les visages familiers de James Lo et d'Al Leong, avec Brandon Lee combattant Leong dans une bataille de Wing Chun pour le final. Un soutien amical au héros vient de Powerpuff dans le rôle de Mess Ryan, flic grisonnant de Chicago, qui utilise Jack Lo pour faire tomber un baron de la drogue des triades. Le comédien John Saxon a été envisagé pour le rôle de Mess Ryan, Saxon ayant joué aux côtés de Bruce Lee dans Opération Dragon. Excellent dans leur rôle de méchants respectifs, Nick Mancuso dans le rôle d'Antonio Serrano, martelant son chef de la mafia sicilienne stéréotypé avec panache, est beaucoup moins surjoué que le personnage qu'il interprétait dans Piège en haute mer ou sa suite Piège à grande vitesse, où il cabotinait à mort, et Tsima délicieusement maléfique dans le rôle du chef de la triade, Kinmanto, ennemi juré du flic obstiné de Ryan. Brandon Lee prouvait d'ailleurs qu'il était totalement à l'aise devant la caméra, en plus d'avoir du charisme. Encore plus triste de savoir qu'il s'en sortait bien, et que Hollywood était prêt à lui ouvrir toutes les portes après seulement 3 films. Car oui, Brandon Lee se donne à fond pour rendre son personnage attachant, et ses scènes d'action à défaut d'être mémorable, fun et efficace. Et c'est au final ce que l'on retient du film. Un film fun, généreux et terriblement efficace lorsqu'il se lance dans l'action, avec cette petite touche du début des années 90 qu'il manque clairement au film du genre aujourd'hui, à savoir un côté assez violent. Quand il le faut, le film n'hésite pas à briser des os, casser des nez, fusiller des figurants à bout portant sous les chargeurs entiers de pistolets ou de mitrailleuses, et bien entendu quelques coups de tatane dans la face. On reconnaîtra aisément que parfois le réalisateur tente de se rapprocher lors de certaines séquences de ce qui se fait à Hong Kong, sans le même talent certes, mais la tentative est très appréciable. Cette attention fait plaisir, et bien que l'on puisse considérer le film comme un banal actionneur vite vu, vite oublié, il fait très honnêtement le boulot, et prouve que Brandon Lee aurait pu être la star montante des années 90. Brandon Lee n'aurait jamais imité son père, mais son talent d'acteur et son charme, associé à ses formidables capacités martiales, auraient fait de lui une star les plus rentables du genre. Moins d'1 an après la sortie de Rapid Fire, Brandon Lee a été tué pendant le tournage de The Crow. Bien que ce soit évidemment secondaire par rapport à la tragédie humaine, les fans d'action déploreront toujours que l'accident ait interrompu ce qui semblait être une carrière naissante. En fait, le scénario de Jonathan Hensleigh Simon Says était en train d'être retravaillé pour Rapid Fire 2 avec Angela Bassett en co-vedette. Lorsque les choses se sont déroulées comme elles l'ont fait, le scénario a été réécrit à nouveau et est devenu Die Hard 3, Une journée en enfer. Rapid Fire aurait pu se transformer en une superbe franchise d'action. La plupart des gens considèrent comme The Crow comme le meilleur film de Brandon Lee, et peut-être ont-ils raison. C'est certainement le plus unique et le plus distinctif du point de vue de la réalisation, avec les visuels stylisés d'Alex Proya, et Brandon Lee est allé à des extrêmes d'émotion et de comportement que ses autres films ne permettaient pas.